Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le PowerPoint vous présente un petit peu euh, la formation et le métier sous tous ses angles. Donc on a mis un sommaire en fait pour pas en oublier. Voilà, donc ce que vous aurez compris, c'est que la pédicuripodologie, c'est deux domaines différents, voilà, qui se complètent, qui viennent se compléter. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est à la fois du soin à la personne et puis à la fois tout ce qui est rééducation. Alors le pied, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit rarement que le pied, on en a besoin. On s'en aperçoit uniquement quand on a mal. En fait. Mais en général, très peu de prévention, très peu. Voilà, on trouve ça normal que les pieds fonctionnent, alors que finalement, les pieds, c'est tout un socle sur lequel est posé tout le reste, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que le pied, il est composé de plein d'os, puisqu'il y en a 28 qui sont orientés dans différents angles, sous différents angles. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que tous ces os vont devoir s'adapter, voilà, pour pouvoir permettre la déambulation, la verticalisation, la course, la fonction, voilà. C'est des petites mini-articulations qui vont devoir supporter un corps entier. Alors tout ça, évidemment, tous ces os, on a besoin de les connaître, bien sûr, de bien les connaître, avec tout ce qu'il y a autour, hein, puisque autour, il y a il y a tout ce qui est muscles, ligaments, vaisseaux, etc. Voilà, pour vous redire un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la formation en pédicuripodologie, elle se fait donc sur 3 ans, 6 semestres en fait, et ce qui sont des semestres, alors avec une cumulation d'unités d'enseignement, hein. Il faut avoir 10 à chaque unité d'enseignement pour valider. Voilà. Alors c'est vrai que valider à 10 c'est bien, mais valider à plus c'est mieux, bien entendu. Mais ça, voilà, c'est inhérent un peu au travail fourni et puis aux matières, etc. Et on a aussi en pédicuripodologie, depuis la réforme des études, tout ce qui concerne une initiation à la recherche, qui en fait a un intérêt, c'est que ça nous ouvre éventuellement à anticiper sur sur toutes les connaissances. Voilà. Faire de la recherche, c'est pas faire de la recherche pour faire de la recherche, mais c'est aussi se permettre, se former, si vous voulez, à faire, enfin, à essayer de toujours chercher au niveau scientifique, au niveau de divers domaines, hein, ce qui est le mieux, voilà, parce que la recherche, elle évolue, donc c'est aussi mettre au goût du jour les connaissances en fonction des évolutions en matière de santé, en matière de sciences. Voilà. Et c'est vrai que cette initiation à la recherche, elle permet aussi d'aller justement lire des articles, voilà, des articles pertinents qui pourront qu'est-ce qui est plus pertinent que d'autres, parce que parfois on a tendance à s'informer un peu superficiellement, malheureusement, et c'est pas forcément probant pour mettre en œuvre des actions qui seront importantes en matière de santé et de recherche. Voilà. D'accord. Voilà. Et l'initiation à la recherche, elle se fait dès la 2e année. Voilà. Et en 3e année, vous écrivez un mémoire d'initiation à la recherche sur une thématique professionnelle, en fonction d'une question que vous vous posez pendant les études sur une thématique. Voilà, et vous allez travailler à chercher des articles et à répondre à cette question, pour répondre à cette question.
Voilà, et vous êtes accompagné par des enseignants, des tuteurs de mémoire d'ailleurs, qui vous apprennent à la fois à écrire, à rédiger. Et ça vous sert aussi pour la suite, si vous voulez continuer à faire des études, un master, voire une thèse sur un sujet particulier qui vous tient à cœur. Voilà, eh bien vous avez déjà ces bases en tout cas. Alors, au terme donc de la formation, on l'a dit tout à l'heure, 180 ECTS et puis un diplôme d'État, reconnu par l'État, qui vous permettent de travailler sur tout le territoire français. Après, on peut aussi s'intéresser à des équivalences pour l'Europe, voilà, mais c'est encore autre chose. La formation, donc, comme je vous le disais aussi, c'est une alternance entre des cours théoriques et de la formation pratique. Donc il y a la théorie pour évidemment apprendre les bases, les fondements, et puis les connaissances principales. Et puis vous allez aussi baser toute votre formation sur de la pratique. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la pratique, elle arrive assez tôt dans le cursus. Et c'est ce qui donne aussi du sens à cette formation pour des étudiants qui ont envie de faire tout de suite. La formation clinique, alors, elle consiste à recevoir des patients en consultation dans les instituts de formation, parce que les instituts de formation ont des cliniques de soins qui accueillent des personnes. Donc les personnes prennent rendez-vous, comme elles prendraient rendez-vous en cabinet libéral. Voilà. Elles sont reçues par des étudiants, et puis étudiants qui sont encadrés évidemment par des formateurs. Alors, en première année, en général, ça commence par les soins. Voilà, les soins de pédicurie. Et puis en deuxième année, on fait de l'examen clinique et puis on conçoit et on réalise des semelles orthopédiques. Mais en première année, on a déjà commencé à travailler les matériaux et à apprendre les orthèses plantaires. On a un grand public, rentré. Voilà. Et alors on m'a dit quoi? Qu'il fallait que je prenne le micro parce que c'est enregistré. Alors, depuis qu'on m'a dit que c'était enregistré, ça me bloque. Voilà, donc, et vous avez aussi à faire des stages aussi dans des institutions extra-instituts, c'est-à-dire vous allez dans les services diabétos, services rééducation, en gériatrie, en chirurgie aussi, en dermato, enfin en fonction des lieux de stage que l'Institut peut vous proposer. Mais les stages en général, c'est sur des périodes de 6 semaines, si je me souviens bien, et c'est des matinées. Voilà, c'est une matinée par semaine pendant 6 semaines. Et ça permet aussi, l'avantage, je trouve, des stages dans les institutions, c'est que ça permet aussi de travailler l'interprofessionnalité avec les autres soignants, de voir aussi, de comprendre aussi la complexité du monde de l'hôpital, voilà, ou des institutions, chose qu'on n'apprend pas forcément dans un institut qui n'est pas directement en lien avec l'hôpital. Voilà. Je pense que chez vous, à Fernand-Vidal, vous êtes plus en lien avec l'hôpital, non? Voilà, parce que voilà, eux sont dans l'hôpital. Voilà. Et après, vous aurez aussi un stage à effectuer en cabinet libéral. Alors ce stage, vous pouvez l'effectuer en fonction des instituts de formation. Ils se positionnent un peu différemment en fonction de l'organisation de chaque institut. Mais en tout cas, c'est 60 heures et c'est que de l'observation. C'est-à-dire vous allez en cabinet avec un professionnel que vous choisissez d'ailleurs, parce que même si on établit une convention avec lui, c'est vous qui choisissez, si vous pouvez, le praticien libéral de votre choix. Pourquoi? Parce que en même temps, si vous êtes en province, vous pouvez très bien aller faire votre stage dans votre région de province. Voilà. L'idée, c'est qu'il ait une convention avec nous. Et puis si vous ne trouvez pas de professionnel libéral pour le stage, on vous en trouve un de toute façon. Ça aussi, on a une liste. Oui, on a une liste voilà. Voilà. Alors par contre, en cabinet libéral, vous ne pouvez pas travailler, quoi. C'est juste voir et poser des questions.
Voilà, alors les études, elles se répartissent sur les 3 années. Là, où vous avez les heures de répartition d'études. Et vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, en première année, beaucoup d'heures d'enseignement théorique et un peu moins d'heures de formation clinique. En deuxième année, c'est encore un peu comme ça. Et ça s'équilibre beaucoup plus en troisième année. Sachant que les enseignements théoriques sont répartis entre cours magistraux et TD d'application des cours magistraux. Voilà. Si tu as quelque chose à rajouter, surtout, n'hésite pas. Non, tu fais ça Voilà. très bien. Bah attends, mais Perturbé. bah oui, ça a été déjà fait. Voilà un petit peu le programme des études, à savoir donc il y a 6 domaines de compétences, donc sciences physiques, médicales, biologiques, sciences humaines et sociales, et on en a besoin des sciences humaines pour comprendre l'humain. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'en sciences humaines on fait de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie, donc tout ça, ça donne une autre dimension pour comprendre l'être humain dans sa globalité, en gros. Il y a tout ce qui concerne aussi les sciences et les fondements inhérents à la profession, à la pratique, donc les activités du métier. Et puis il y a aussi tout ce qui est en lien avec la recherche, toute la méthodologie de recherche, donc méthode et outils de travail, tout ce qui concerne aussi la qualité, donc la qualité du travail, voilà. Et puis l'intégration des savoirs et développement professionnel, ça concerne plus, c'est plus de la, je sais pas comment on pourrait dire, l'intégration, c'est les unités d'intégration. Voilà, les unités d'intégration où on va plus travailler sur des situations professionnelles en fait. Voilà. Enfin, je sais pas comment vous travaillez, vous, mais nous... Si, c'est ça. C'est-à-dire que dans ce domaine de savoir, il n'y a pas de cours magistraux, il n'y a pas de savoir. D'accord? Ce qui se fait, c'est le croisement entre les domaines de savoir théorique qui sont au-dessus et la pratique de la formation clinique. Voilà. C'est le croisement entre les deux, c'est-à-dire de vraiment mettre en lien et la théorie et la pratique que l'on fait de l'autre côté dans la formation clinique. Et souvent, on s'appuie vraiment sur des situations professionnelles, en fait. Donc, on analyse des situations professionnelles avec les problématiques rencontrées avec des patients, problématiques de tout ordre. Hein. Ce n'est pas simplement des problématiques de santé, de santé physique, je veux dire, ça peut être aussi de santé cognitive, par exemple, comment on aborderait le patient atteint d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Nous, on travaille aussi là-dessus. Après, et en fonction des années, ça se complexifie un petit peu plus. Alors, on a aussi une unité optionnelle en troisième année. Alors l'unité optionnelle, ça peut varier d'un institut à l'autre, je pense. Hein, c'est le propre même de l'unité optionnelle. Elle est à l'option et au choix de l'institut. Voilà. Et elle peut varier d'année en année. D'année en année, oui. Voilà, alors après, le pédicure podologue, pour résumer, donc professionnel de rééducation et de réadaptation, qui va prendre en charge le pied et les troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur. Et puis on a un panel de population de l'enfant qui commence à marcher jusqu'au vieillard, hein, on l'a dit tout à l'heure aussi, qui a du mal à marcher, exactement. On a aussi chez les enfants qui ne marchent pas encore, ça c'est un petit peu anecdotique, mais ça nous arrive sur les déformations de pieds, de réaliser des petits appareillages pour repositionner les orteils au cours de la croissance, donc ce qui évite les déformations d'orteils, que les déformations d'orteils ne se fixent chez certains enfants. Voilà, donc on a le droit au diagnostic, évidemment de notre champ de compétences, bien sûr, hein, donc c'est réglementé, hein, on ne diagnostique pas n'importe quoi, c'est-à-dire que nous, le diagnostic, on l'a sous la cheville. Voilà. On soigne aussi, alors les soins, c'est les soins essentiellement des pathologies cutanées et des pathologies d'ongles, donc les corps, les hyperkératoses, voilà. Les certaines plaies aussi. Et puis, on va prescrire des topiques, des médicaments, des antiseptiques, voilà, mais de notre champ de compétences. Par exemple, on n'a pas le droit de prescrire des antibiotiques. Mais on peut prescrire, je sais pas, des topiques adoucissants, des topiques calmants, voilà.
On confectionne aussi donc tous les petits appareillages d'orteils et appareillages d'ongles, donc orthoplastie, orthonixie, comme vous avez vu tout à l'heure là, qui sont appelés dispositifs médicaux. Et puis on va réaliser aussi de la prévention en santé et de la prévention de l'éducation thérapeutique également. Et puis on est formé à la recherche. Voilà, donc l'exercice professionnel est réglementé, bien entendu. Alors, on a libre réception de la patientèle. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on est ce qu'on appelle des praticiens de première ligne et de première intention. C'est-à-dire que les patients qui viennent nous voir, et notamment pour des soins de pédicurie, en fait, ne passent pas forcément par le médecin qui va leur dire ben voilà, on va vous faire une prescription pour aller faire des soins. Donc les gens viennent en première intention. Et nous, par contre, on a une très grosse responsabilité de réorientation. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de connaître pas mal de choses de différents domaines médicaux, parce que je pense à la dermatologie par exemple, face à une lésion qu'on va pas bien identifier, eh bien on va orienter vers le dermatologue par exemple. Ça, on a une grosse responsabilité là-dessus. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais quand même, et même à d'autres niveaux, c'est pareil, hein. On peut très bien détecter la fragilité chez une personne âgée, par exemple, et dire, bah tiens, cette personne, c'est marrant, elle a beaucoup maigri, c'est bizarre, bon, bah, je vais l'orienter chez le médecin parce que je trouve que, voilà, elle s'est dégradée, quoi, par exemple. Une des caractéristiques de notre profession, c'est d'avoir une clientèle ou une patientèle, comme vous voulez, que l'on voit régulièrement. Oui. Ce qui est une spécificité des professions de santé. On est les seuls, quasiment. L'infirmière, on la voit quand on a des pansements ou des piqûres à faire. Le kiné, on a une rééducation à faire, on y va, c'est un certain temps. Les soins de pédicurie, même les orthèses plantaires, c'est des choses qui se renouvellent régulièrement. Donc c'est des gens qu'on voit fréquemment, donc sur lesquels on est le professionnel de santé qui les voit le plus fréquemment, régulièrement tout au long de leur vie. Et donc on peut détecter, et c'est à notre rôle de dépister des déficiences qui pourraient commencer à apparaître. Et à ce moment-là, on alerte le médecin ou les autres professionnels de santé qui sont en charge de ça, parce qu'on est en relation avec eux. Et ça, c'est un rôle important, parce que le patient qui commence à trébucher, j'ai envie de dire n'importe quoi, il ne va pas aller voir son médecin. D'accord ? Donc, c'est où on va détecter au niveau du pied des sécheresses ou des choses particulières qui sont en train de nous faire penser à l'évolution ou à l'apparition d'une maladie, parce que justement, on l'a appris, on connaît ce signe clinique qui apparaît, et donc on va orienter ce patient chez son médecin en disant voilà, et on va orienter avec un courrier au médecin en lui disant il y a quelque chose là, ça a changé, voilà quoi je pense, il faudrait prendre en charge. Et voilà, et ça c'est un rôle d'orientation, de conseil qui est fondamental chez nous et qu'on est le seul à pouvoir faire. Et ça aide beaucoup aussi les médecins généralistes, parce qu'ils le disent, hein, parce qu'en fait, des fois, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour la consultation, etc. Et nous, on a plus de temps, puisque la consultation en pédicurie, elle dure une trentaine de minutes. On a le temps donc d'échanger et même d'écouter les patients sur leurs problèmes éventuellement dont ils nous parleraient. Alors c'est vrai que dès que ça sort de notre champ de compétences, on ne va pas aller leur dire vous avez pris un mauvais traitement pour votre hypertension, il faut changer ça. C'est pas le but, hein. Mais le but c'est de dire depuis que vous avez pris votre nouveau traitement, c'est marrant, vous êtes aperçu que vous avez les jambes qui gonflaient davantage. Oui. Par exemple, alors à nous de faire effectivement un courrier en disant voilà ce que nous relate le patient. Okay. Et pour le patient, c'est sécurisant aussi parce qu'ils se sont écoutés. Et puis pour le comment dirais-je, le médecin aussi, c'est pas mal parce que il faut quand même qu'on lui dise pas que c'est à cause de son traitement qu'il y a eu. Mais en tout cas, on l'alerte. Voilà. Voilà, après on a le droit au diagnostic podologique aussi, comme je vous le disais, et on travaille donc, vous aurez compris, avec toutes les autres professions de santé voilà, à cause de ça. Alors les différents modes d'exercice, eh bien à 98% on va exercer en libéral, bien entendu, mais on travaille aussi maintenant de plus en plus dans des maisons pluridisciplinaires de santé. On peut travailler en cabinet de groupe aussi, bien entendu, ou dans des établissements de santé
très exceptionnellement quand même en tant que salarié, hein. Ça reste exceptionnel. C'est plus des vacations qu'on va aller faire. Voilà, alors on va faire une vacation d'une matinée par semaine ou 2 matinées par semaine dans une institution. Mais les salariés, je pense qu'il y en a peu sur le territoire français. Ça n'existe pas dans la grille indiciaire de la fonction publique. Absolument. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, comment on obtient, dès obtention du diplôme d'État, on peut travailler dès le lendemain, d'ailleurs, c'est ce que je disais. Non, mais c'est vrai, hein, si on a un petit peu anticipé son projet de formation, ça se fait assez vite. On peut collaborer, on peut s'installer, en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Et puis, l'installation, jusqu'à maintenant, elle est libre, voilà. Mais il faut quand même bien réfléchir à l'endroit où on veut s'installer quand même, voilà. C'est une entreprise libérale. Donc c'est à vous de faire, entre guillemets, mais on vous apprend, on a des Oui. cours en troisième Ouais, année ouais. là-dessus, Sur la sur gestion. l'étude de marché un petit peu, combien investir, à quel endroit, comment, voilà. On les guide, voilà. Après, ils sont libres de choisir, c'est à vous de le faire. Et puis, et le début de l'exercice, il est très varié parce que vous pouvez commencer en faisant un remplacement, vous pouvez commencer en faisant une collaboration, vous pouvez commencer en rachetant un cabinet parce que la personne s'en va à la retraite, je ne sais pas, et le cabinet est à vendre. Vous pouvez commencer en créant un cabinet. Voilà, donc le champ est large. Il y a du mixte aussi. Vous pouvez aussi et faire un remplaçant quelque part et faire une collaboration à un autre endroit. Vous pouvez faire plusieurs collaborations. Voilà, c'est vraiment très varié. Et c'est interdépendant à vous-même, à la manière dont vous allez voir les professionnels, proposer vos services, comment vous l'avez géré dans votre stage dans un cabinet libéral en troisième année, enfin pendant votre formation, comment vous avez commencé à créer votre propre réseau, quoi. Et ça, souvent, je rebondis parce que souvent, le stage libéral, il vous permet, voilà, de faire une rencontre qui va éventuellement vous déboucher sur un remplacement déjà. Voilà, si vous vous êtes bien entendu avec la personne que vous avez, qui vous a accueilli pour le stage, eh bien, parfois, cette personne elle est assez contente parce qu'elle se dit, bon, ben voilà, est-ce que si vous voulez me remplacer cet été, et ça se passe comme ça. Dans bien des cas, ça se passe comme ça. Voilà. Après, les praticiens sont conventionnés avec la sécurité sociale, oui. De toute façon, ouais. Oui, ils n'ont aucun intérêt à pas l'être, effectivement. Et puis, Ça veut dire qu'il y a une convention à la sécurité sociale pour des tarifs pris en charge par la sécurité sociale. Comme tous les praticiens de santé, voilà. Mais nous, on a une convention avec des tarifs qui sont très faibles en termes de remboursement et sur pas la totalité de nos actes. Et du coup, on a les honoraires libres autorisés, c'est-à-dire c'est un peu le secteur 2 de la médecine. Donc on est conventionné, donc les patients sont remboursés, mais il n'empêche qu'on fixe nous-mêmes le montant de nos honoraires. Voilà. Et c'est quand même une grande liberté aussi d'exercice professionnel, parce qu'être conventionné à honoraires libres, il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Voilà. Donc c'est aussi une grande liberté, et c'est pas mal. voilà. Après, c'est vrai que, en général, les podologues du secteur essayent de s'aligner à peu près, hein, pour pas... Puis après, ça dépend la manière dont vous travaillez, la qualité du travail que vous fournissez. Il y a des professionnels, je le regrette, mais c'est comme ça, qui ne soignent que le motif de consultation. Et en 10 minutes, un quart d'heure, les gens, ils sont repartis. Ils ont enlevé qu'une seule chaussure, hein. Et puis vous avez ceux qui... Ah bah oui, et puis vous avez ceux qui vont prendre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, qui vont prendre le temps de tout soigner, même ce qui n'était pas demandé par le patient au départ, mais qui est nécessaire de faire, etc. Donc c'est pas le même honoraire, hein. Donc voilà, c'est... Voilà, et puis avec derrière, c'est ce qu'on disait tout au début, on a la possibilité de continuer sur des études si jamais on ne veut pas s'arrêter là. Alors on a la possibilité de travailler, puis de reprendre après. Voilà, c'est quand même un bagage qui permet de s'ouvrir sur d'autres formations derrière, notamment des formations universitaires, mais aussi on peut très bien décider de reprendre des études de kiné derrière. Voilà, c'est pas fermé, hein.
Alors après, sous certaines conditions, avec un certain dossier, voilà, examen des dossiers, c'est toujours pareil, hein, même dans certains masters, votre dossier est quand même examiné. Alors c'est vrai que si si votre dossier est un très bon dossier, bah, vous aurez plus de chances d'être pris que si le dossier n'est pas bon, ou vous n'avez pas réfléchi au fait que derrière, vous aviez envie de faire quelque chose. Voilà. Et puis je crois que tu voulais parler des masters qui sont ouverts là. Oui, je peux dire deux mots. Effectivement, dans le cadre de nos deux instituts qui sont conventionnés et partenaires de l'Université Paris-Cité, on a au sein de notre département universitaire négocié avec l'UFR de STAPS et l'UFR de Sciences la possibilité d'avoir des étudiants qui sont formés, qui ont leur diplôme d'études, qui ont leur diplôme de pédicure podologue, de pouvoir accéder à ces masters. Alors, ça reste sur dossier et sur sélection, mais vous êtes estampillé EFOM ou AFREP, Université Paris-Cité, sur votre dossier. Et donc, c'est quand même autre chose. Et donc, il y a il y a le Master STAPS, à l'UFR de STAPS de l'Université Paris-Cité, et vous avez le Master BME. Donc, je vous laisse aller regarder sur les sites internet parce que c'est un peu compliqué, mais c'est biologie médicale, ingénierie, quelque chose comme ça. Alors celui-là, c'est un master de très haut niveau. Celui-là, pour l'avoir, il va falloir cravacher sévère. Le Master STAPS, c'est beaucoup plus accessible. Et on va vous interroger en amont dès la deuxième ou troisième année et mettre en place éventuellement des prérequis nécessaires, donc des cours en parallèle qui vous permettront d'accéder aux prérequis demandés pour accéder à ces masters. Un peu ça, voilà. Alors on n'a pas le droit de dire comme ça, mais c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si effectivement, en fonction de ces masters-là, en fonction des demandes des directeurs de ces masters-là, ils nécessitent tel ou tel prérequis que dans nos formations, vous n'avez pas parce que c'est comme ça, ben, ceux qui mériteront et qui détermineront, qui choisiront de le faire, nous, on les sélectionnera aussi en fonction de leurs résultats de formation pendant les 3 années, bien sûr. Et à ce moment-là, ils pourront suivre et obtenir les prérequis qui sont demandés pour le master. Voilà. Donc ça facilite vraiment l'accès, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres systèmes. Ah non, voilà. Donc là, ils n'étaient même pas encore, quand le diaporama, il date de l'année dernière, et donc ces masters-là ne sont pas identifiés parce qu'ils n'étaient pas encore fermement déterminés avec dessus. Mais en fait, vous avez quand même, enfin c'est une chose indispensable, mais il y a quand même possibilité d'entrer dans d'autres masters aussi. Voilà, parce que d'abord parce que les choix proposés par Paris Université ne sont pas forcément les vôtres, et puis parce que c'est vrai qu'il y a quantité de masters sur le territoire français hein, qui sont accessibles sous conditions, bien entendu. Voilà. Alors, les conditions pour être admis en pédicurie podologie, donc il faut avoir 18 ans avant le 31 décembre 2023 pour cette année. 17 ans, pardon. Et puis, le bac. Voilà. Mais ça, je crois que c'est déjà fait, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis, vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. Voilà. Et on le disait tout à l'heure, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que sur le dossier, évidemment, à monter pour Parcoursup, eh bien là, c'est intéressant de savoir quels attendus sont proposés, quoi, parce que ouais, bon, c'est du bon sens, en fait, hein, je pense aussi. Voilà, et nous sommes donc 2 instituts de formation à être conventionnés avec Paris Université. Je disais, nous, EFOM dans le 15e arrondissement et AFREP dans le 10e arrondissement. Possibilité donc de venir dans chaque établissement faire une petite journée porte ouverte, découverte, discussion, téléphoner, enfin voilà. Réfléchir et retéléphoner si vous le souhaitez aussi. Voilà pour le nombre de places à l'AFREP, 45 places, 98 à l'EFOM.